Madame, Monsieur, bonsoir. Le 7 octobre 2021, Sa Majesté le Roi Mohammed VI nomme les membres du gouvernement à Khanouch. 3 mois plus tard et à la veille de l'échéance symbolique des 100 jours, nous tenterons de répondre dans cette émission à plusieurs questions de l'opinion publique sur la performance de ce gouvernement issu des élections du 8 septembre dernier. Certaines de ces questions n'ont pas trouvé de réponse de la part de l'exécutif, auquel on reproche une communication pas assez efficace ou perspicace, mais pas que. Certaines voix se sont élevées pour critiquer les décisions du gouvernement jugées hâtives. D'autres estiment que l'approche socio-économique de ce gouvernement manque d'audace et ne montre pas de signaux de rupture avec le passé. Pourtant, beaucoup de chantiers ont été amorcés depuis l'investiture du gouvernement à Khanouch. Quels sont-ils ? Apporte-t-il des réponses convaincantes aux attentes des citoyens marocains ? La réponse à la crise Covid suffit-elle aux investisseurs pour rétablir la confiance ? La cohésion jusque-là applaudie de ce gouvernement est-elle amenée à durer ? Quels sont les ajustements adoptés pour mettre en œuvre efficacement les recommandations du nouveau modèle de développement ? Et n'oublions pas le bilan de l'opposition ces 3 derniers mois. Dans quel trend s'inscrivent-ils ? Pour répondre à ces questions et analyser le premier trimestre du mandat du gouvernement à Khanouch, j'ai le plaisir d'accueillir via satellite le politologue Mustafa Shimi et par Skype Zakaria Firanou, professeur en économie à l'université Mohammed V de Rabat. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV pour participer à l'émission. Donc, question d'actu que nous consacrons aux 100 jours, bientôt 100 jours du gouvernement de Aziz Akhannouch. Professeur Shimi, tout d'abord, pourquoi un bilan au terme de 100 jours ? Quelle est la symbolique de ces 100 jours depuis l'investiture de ce gouvernement ? Et ce n'est pas la première fois, c'est un peu une tradition aujourd'hui. Oui, effectivement, on l'avait dit, c'est une tradition de la presse qui s'est installée durablement au Maroc et ailleurs. Et donc, après 3 mois et 10 jours d'un nouveau cabinet, on croit utile de faire le point. Il y a un autre élément qui joue aussi, c'est qu'on considère que 100 jours, c'est une sorte de délai de grâce qui est accordé à la nouvelle équipe. Donc, on sacrifie, nous aussi au Maroc, à cette tradition, et c'est une opportunité pour faire le point sur ce cabinet qui est en fonction donc depuis 100 jours et également au début de la nouvelle année 2022. Très bien. Alors, sur le plan économique, professeur Firanou, est-ce suffisant pour quantifier les résultats, ou en tout cas, est-ce qu'on peut sentir des résultats palpables sur l'économie nationale au bout de 100 jours seulement ? De discuter un peu des résultats qui soient concrets, ça veut dire avec des indicateurs exacts et avec des effets directs sur les différentes catégories de problèmes économiques que connaît le Maroc, malgré la situation un peu, je dirais, très favorable pendant l'année 2021. Mais les attentes par rapport aux politiques gouvernementales et surtout en matière de politique économique sont présentes aujourd'hui et il y a beaucoup de chantiers qui doivent être ouverts et qui sont déjà ouverts et qui doivent donner des résultats. Mais je pense que 100 jours, effectivement, c'est un peu, comme je l'ai dit, prématuré. On ne peut pas vraiment juger de façon très objective un peu l'action du gouvernement. Mais je pense qu'il y a aussi des signaux avant-coureurs qu'on pourrait analyser en la matière pour pouvoir drainer une petite trajectoire par rapport aux politiques économiques envisageables. Il ne faut pas oublier que les chantiers qui sont en espérance, ou je dirais dans l'attentisme de la population, sont des dossiers qui sont très grands. Il y a, à titre d'exemple, il y a la problématique des inégalités qui doit être résolvée, je pense, et surtout les inégalités territoriales, les inégalités de revenus. Il y a aussi également les problématiques de sortie de la crise. Donc, on est toujours en situation Covid et il faut vraiment faire prévaloir cette promotion de l'économie et aussi consolider le niveau de croissance et aussi consolider les indicateurs macroéconomiques de la situation et on pourra en discuter davantage. Certainement. Voilà, il y a aussi le problème du chômage. Le problème du chômage, on était, je pense, en 2020, on était à 12, quelque chose de % par rapport au taux de chômage. Aujourd'hui, on est à peu près
à 11% et quelques. Et donc là, on n'est pas dans la situation, je dirais, qu'on avait l'habitude d'avoir entre les 8 et 9% de taux de chômage. Il y a également, je peux revenir sur un projet très phare et un projet royal qui a été initié par Sa Majesté le Roi Claudio Lassiste, c'est le projet de la protection sociale. Et donc là, c'est un projet qui est vraiment très attendu par l'ensemble des Marocains et je pense que c'est un des premiers projets du gouvernement. Donc là, c'est des chantiers, je penserais, qui sont très importants pour le gouvernement et sur le plan économique qui sont d'importance cruciale. Et donc là, 100 jours, c'est un peu prématuré pour donner des indicateurs, mais on peut aussi analyser les prémices des politiques économiques en la matière qui sont décrites. Et surtout qu'il y a la loi de finances 2022 qui donne un peu des indications par rapport à je dirais, la conduite de ces différents chantiers structurants de l'économie marocaine. Très bien, nous allons y revenir en détail, bien sûr. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette émission, professeur Firano. Professeur Mostafa Sahimi, il y a des signes avant-coureurs, pour reprendre l'expression de professeur Firano, et il y a aussi des signes que certains, comme je le disais dans mon introduction, décrivent comme s'inscrivant dans une continuité et non une rupture par rapport au passé. Vous en dites quoi ? Il faut d'abord observer que c'est un cabinet qui a des atouts politiques qu'il faut relever. Premier atout, il vient des urnes, ce n'est pas négligeable. Deuxième atout, c'est une majorité avec un format réduit de 3 partis. Donc c'est intéressant pour la cohésion de la majorité si on compare au précédent cabinet par exemple. C'est également un cabinet qui a signé le 9 décembre dernier une charte de la majorité qui impose donc des comportements, des règles de consultation, de dialogue, de solidarité aussi. Enfin, c'est un cabinet qui a le soutien institutionnel, Sa Majesté le Roi. Je dis bien institutionnel et non pas politique, parce que le souverain n'est pas dans cette comptabilité-là d'évaluation d'une action gouvernementale. Donc des atouts politiques. Il y a également d'autres atouts. Quant aux ressources humaines de ce cabinet, il y a des compétences indiscutables. Globalement, il y a des compétences indiscutables. La difficulté maintenant, c'est à partir de ces éléments-là, qui sont objectifs, de pouvoir traduire cela dans une gouvernance qui soit mobilisatrice et réformatrice. Le risque est le suivant, c'est qu'il y ait une addition d'approches sectorielles, donc dans un certain nombre de départements, sans que cela s'inscrive dans une vision politique. Pourquoi ? Parce que c'est important, quand on fait des réformes dans un contexte aussi difficile que celui-ci, sanitaire, social, économique, d'expliquer aux citoyens où c'est qu'on est, où on va et comment on va faire les réformes. Alors, il y a des choses, j'ai toujours trouvé injuste que le procès de ce gouvernement soit fait parfois dès les premières semaines. On se souvient en octobre d'un certain nombre de prises de position qui n'étaient pas sérieuses alors que ce cabinet prenait ses marques. Mais pour autant, il y a, c'est vrai, comme l'a dit mon collègue, il y a des signes, mais ils sont insuffisants. Premier signe, c'est quand même la modestie des ambitions. Le taux de croissance qui a été retenu dans le programme gouvernemental, on s'en souvient, présenté au Parlement, c'était de 4%. 4%, c'est modeste. 4%, ça ne permet pas de tenir les prévisions qui sont inscrites dans le nouveau modèle de développement et qui fixait 6 à 7% à l'horizon 2025 et au-delà. Première interrogation. Deuxième interrogation, nous sommes aujourd'hui à un taux de, 2021, il y a eu presque 7%, mais 2020, c'était moins 6,3%. Donc en 2022, il y a des prévisions de 3,2%. C'est insuffisant pour qu'il y ait une relance de la machine économique. C'est un taux de croissance, j'allais dire, conventionnel, qui ne permet pas de faire face à tous les défis et tous les challenges qui sont posés à l'économie marocaine, notamment le challenge suivant, celui de l'emploi. Il n'y a qu'une forte croissance qui peut promouvoir de l'emploi. Dernière interrogation aussi, il y a un problème de gouvernance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut affirmer et porter des réformes qui aient une visibilité et une lisibilité.
Il y a beaucoup d'annonces. Il y a eu une dizaine de conseils de gouvernement depuis octobre avec Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, avec des annonces, etc. Mais pour le citoyen, ces annonces signifient quoi? Mais est-ce que vous pensez est-ce que vous rejoignez, professeur Srimi, il faut le dire. Est-ce que vous rejoignez, justement, il faut le dire, est-ce que vous rejoignez ceux qui reprochent justement à ce gouvernement de Aziz Akhannouch un manque de communication, ou en tout cas une communication qui ne satisfasse pas la curiosité et puis aussi tout simplement les attentes du citoyen qui n'y comprennent plus rien. Certes, il y a des annonces, mais qui ne sont pas accompagnées par une communication à même d'expliquer les choses clairement à l'opinion publique. Ça tient au fait que le statut de la communication n'est pas réglé dans les différents cabinets. Le précédent cabinet ne communiquait pas mieux. Je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est un fait évident. Le nouveau cabinet également pose un problème de communication. Pourquoi? Je pense que le chef du gouvernement n'a pas une grande empathie, une grande inclination pour la communication du fait de son profil. Premier point. Deuxième point, la majorité des ministres sont des technocrates et donc les technocrates ont peut-être ce défaut, sympathique ou pas, de penser qu'ils savent et qu'ils sont dans la bonne route, dans la bonne voie, et qu'ils n'ont pas besoin de communiquer. Or, par manque d'expérience politique, peut-être, professeur Srimi, par manque d'expérience politique, peut-être. Oui, mais évidemment, du fait de leur cursus, mais tout à fait. Du fait de leur cursus, qui ne sont pas des cursus militants très marqués, donc du fait d'un parcours de technocratique, de grandes écoles, de postes techniques, etc., ils sont peu familiarisés avec la communication. Ça donne quoi au résultat des courses? Ça donne un gouvernement qui ne sait pas vendre sa politique. C'est-à-dire un service après-vente, expliquer ce que l'on veut faire, pourquoi. Vous savez, les citoyens sont extrêmement mobilisés. Il n'y a pas, contrairement à ce que l'on peut croire ici ou là, il n'y a pas de dépolitisation des citoyens. Bien au contraire, il y a une forte mobilisation des citoyennes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Nous avons 34 millions d'internautes et qui suivent quotidiennement ce qui se passe, etc. Donc il y a une base qui est sensible à ce qui se dit, ce qui se fait, et je pense que ce gouvernement ne prend pas suffisamment la mesure de cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas communiquer n'importe comment, il faut une communication étudiée. C'est-à-dire, il y a des annonces, il y a le programme du gouvernement qui a été présenté en octobre, qui a fait l'objet d'un vote d'investiture. Il y a les déclarations faites dans la préparation et la délibération de la loi de finances. Et puis, il y a ce qui est déclaré par certains ministres. Tout ça ne fait pas, pour autant, une communication conséquente et efficiente. Il y a aussi le fait que ça peut démarrer sur les chapeaux de roue pour certains ministères qui ont multiplié les déclarations, les coups de menton médiatiques, voire même les postures. Je pense au département de la justice, par exemple, etc., et qui maintenant sont inaudibles. Il y a eu quelques semaines d'excitation médiatique, et aujourd'hui, le champ de la communication gouvernementale est pratiquement désert. Et ça pose un problème. Donc les citoyens ont besoin d'être sécurisés. Ils ont besoin qu'on leur explique qu'il y a des efforts à faire et des sacrifices à faire, mais aussi qu'on leur dise où l'on va. Et sur ce plan-là, il y a des bonnes mesures qui ont été prises. Il y a une dizaine de jours, tout ce qui a été fait pour ce qui est de la protection sociale, notamment pour les artisans, les agriculteurs, les chauffeurs taxis, etc., l'application de l'AMO à partir du 1er janvier, des droits de pension et tout ce grand chantier royal qui est valorisant et qui devrait tirer vers le haut la politique gouvernementale. Or, ça n'est pas le cas et nous sommes dans cette situation-là, donc où c'est un gouvernement qui n'a pas trouvé ses marques pour ce qui est de la politique à faire valoir auprès des citoyens et aussi auprès des opérateurs économiques, des investisseurs locaux et étrangers. Très bien. Ça tombe bien que vous parliez des investisseurs locaux et étrangers. Zakaria Firanou, alors, est-ce que vous pensez que ce programme gouvernemental, en tout cas, le bilan des actions qui ont été entreprises jusque-là, notamment ce que contient cette loi de finances 2022, est-elle à même, tout simplement, de rassurer les investisseurs, de rassurer les chefs d'entreprise,
surtout que nous sommes en train de vivre une période inédite et avec tout ce qui accompagne cette période en crainte, en manque de visibilité et j'en passe. Donc est-ce que vous pensez que grâce à cette loi de finances, peut-être on regagne en confiance du côté des investisseurs? Très bien, bon, ça va de soi. C'est que la loi de finances, elle décrit un peu la politique de l'État en termes de dépenses, en termes de recettes pour l'année à venir, 2020. Mais je pense qu'il y avait des signaux, des signaux qui ont été annoncés par le gouvernement, je pense de façon implicite, pour dire simplement que le gouvernement actuel est de politique un peu keynésienne. Et donc, je donnerai les preuves pourquoi. Et bon, pourquoi il veut lancer ce message de keynésianisme par rapport à la politique économique. C'est en termes d'exemple d'investissement. Donc, un investissement, je dirais, un portefeuille d'investissement de plus de 240 milliards de dirhams, donc qui veut dire que l'État est présent dans les chantiers d'investissement. Et donc là, bon, ça envoie un message, ou je dirais double message. Premièrement, c'est que l'État s'engage dans les projets de restructuration de l'infrastructure marocaine. Donc, il continue dans cette lignée-là. Et donc, l'objectif, c'est de pousser la croissance. Donc, on veut arriver à un certain taux de croissance voulu qui pourra assurer l'emploi. Et deuxièmement, comme vous l'aviez indiqué, c'est que ce taux d'investissement, c'est un signal envoyé au secteur privé, aux investisseurs nationaux et aussi aux investisseurs des pays partenaires, ça veut dire l'investissement international et surtout les IDE pour pouvoir lancer un message de confiance par rapport à l'avenir de l'économie marocaine. Et donc là, je pense que... Mais est-ce que vous pensez que par rapport à l'avenir, parce que Sishibi l'a évoqué à juste titre tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'avec un taux de croissance aussi bas, on puisse rassurer notamment par rapport à la création de richesses et d'emplois par ricochet bien sûr, est-ce que vous pensez que ce taux de croissance prévu dans la loi de finances serait suffisant pour tout cela ? Très bien, bon, on est d'accord sur la question de la croissance, on est d'accord que la croissance n'a de sens que si elle dépasse 3%. Donc là, si la croissance n'arrive pas à plus de 3%, on aimerait bien aller vers 5, 6%, voire 10%, parce qu'on en a besoin. Et je pense que le rapport sur le nouveau modèle de développement qui a été présenté devant Sa Majesté, il invoque cette question et il décrit l'objectif ultime d'arriver à ces taux de croissance. On ne peut pas réussir au Maroc si on n'arrive pas à des taux de croissance soutenus au-delà de 5%. Et ça, c'est clair. Je peux justifier ça, c'est que par exemple pour l'emploi, donc tant que le taux de croissance ne dépasse pas 3%, je parle ici en valeur réelle, ça veut dire en déduisant l'inflation, si on n'arrive pas à plus de 3%, l'emploi ne pourra pas suivre et on ne pourra pas arriver à cet objectif qui a été mis par le gouvernement en termes de politique d'emploi de 1 million d'emplois. Et donc là, la croissance, ça va de soi, ça veut dire, mais comment on pourrait arriver à cette croissance? Je pense que la recette qui a été évoquée par le nouveau modèle de développement, je pense que le gouvernement, il en est conscient qu'il faut assurer cette transition de l'économie. Il faut changer et restructurer l'économie pour arriver à ce taux de croissance. Et donc là, bon, je pense que la croissance, elle vient également de l'investissement parce que dans le projet de la loi de finances, et là, on peut revenir, moi, je ne vais pas rentrer dans les questions politiques, mais tout le projet de la loi de finances, il a été à 80% fait par l'ancien gouvernement. Donc, il n'y avait que il n'y avait que les dernières retouches et les dernières modifications qui ont été faites par le nouveau gouvernement et ça dépend du scrutin qui était, je pensais, à la fin de l'année 2021. Et donc, sur cette question-là, je pense que le gouvernement, il a fait de son mieux, il a envoyé des signaux, premièrement en matière d'emploi, ça veut dire qu'il s'est engagé dans à peu près 25 000 emplois directs dans la loi de finances. Il y avait aussi cette indication par rapport... Donc les 3% de croissance prévus pourraient créer les 25 000 emplois. Voilà ce que j'ai dit. Bon, économiquement parlant, ça veut dire sur le plan économique, si on dépasse 3%, chaque point de croissance supplémentaire pourra nous donner 25 000 emplois en moyenne sur l'année. Et donc là, bon, je dis attention, j'ai dit 3% en valeur réelle. Ça veut dire qu'il faut déduire l'inflation. Prendre en considération la croissance de la population. Ce sont des indicateurs que les économistes connaissent très très bien. Et donc là, moi j'ai dit simplement, et ça c'est décrit directement dans le rapport sur le nouveau modèle de développement, ça veut dire le Maroc, il a besoin de 5, 6 et voire aller à 10% parce qu'on veut que la croissance devient génératrice de l'emploi. Maintenant, moi je réponds juste à votre question, c'est que dans le projet de la loi de finances, il y avait des signaux, il y avait des indicateurs qui voudraient dire directement que le gouvernement, il veut assurer les investisseurs, pardon. Il veut lancer un message que nous sommes dans une logique keynésienne, ça veut dire l'État se représente, l'État social est là pour pouvoir assurer les secteurs sociaux qui touchent directement les Marocains, l'investissement, il est là, n'oubliez pas
pas également qu'on est en train de mettre en place et d'instaurer ce qu'on appelle le fonds Mohamed VI pour l'investissement, et c'est un fonds qui est très important. Et ça aussi, c'est un projet que le gouvernement devra mettre en place parce que le montage, le financier et aussi le montage institutionnel et structurel est en train de se mettre en place. Et donc là, aujourd'hui, on a doté ce fonds de 45 milliards de dirhams. Donc, il est arrivé à ce seuil-là. Et donc là, il pourra jouer un rôle très important dans le futur par rapport à la gestion et la gouvernance des investissements. Et donc, globalement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi de finances, mais globalement, la loi de finances, elle a décrit, elle a donné, je dirais, des signaux et des prémices par rapport à cet avenir positif pendant l'année 2022. Mais ceci n'empêche qu'il y a vraiment des questionnements auxquels le gouvernement n'a pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment la croissance sera financée. Ça veut dire qu'on veut arriver à 5%, à 6% de la croissance dans les 5 ans qui vont venir, ça veut dire le mandat du gouvernement, mais avec quoi nous allons financer la croissance? Nous avons jusqu'à aujourd'hui, on attend d'actionner la loi cadre sur la réforme de la fiscalité parce que c'est une loi qui est très importante. Elle a été présentée. Bon, on ne retrouve pas grand-chose de cette réforme de la loi de fiscalité dans la loi de finances. Hein. Ouais, voilà, on ne trouve pas beaucoup. Il n'y avait que de remaniements par rapport à l'IS, par rapport à la TVA, par rapport aux droits d'enregistrement. Il y avait quelques incitations pour les entreprises, surtout les entreprises industrielles et les entreprises d'exportation. Mais on est en train d'attendre comment ça va être actionné sur le terrain. Et je pense qu'il y a ici un manque à gagner très important pour l'État, surtout en matière du secteur informel, surtout aussi en matière d'égalité, d'équité, de justice fiscale que tous les Marocains attendent par rapport à cette fiscalité. Et n'oublions pas que le rapport sur le nouveau modèle de développement, il a inscrit la fiscalité comme étant une source très importante du financement du nouveau modèle de développement. Il y a aussi une question qui est très importante, je pense que le gouvernement devra y répondre de façon urgente, c'est un peu le déficit public qui a atteint à peu près les 8%. Et donc là, il y a des questions vraiment très importantes à se poser par rapport à cette problématique-là, sachant que le Maroc, il vivait, je pense, dans les 2 dernières décennies avec des taux qui ne dépassaient pas les 4, 3,5%. Mais ça, c'est général, c'est planétaire. Hein. Oui, je sais que c'est planétaire, mais maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde avec les mouvements d'inflation, il y a aussi une inflation qui est très importante aux États-Unis aux alentours de 6%. Et on attend, il y a une expectation, ça veut dire une espérance que la Fédérale Réserve elle va augmenter son taux d'intérêt. Donc là, le coût de la dette va augmenter au niveau international. Et aussi, il y aura un certain enrichissement du dollar. Et donc la dette publique et surtout la dette extérieure va devenir une question très alarmante. Et donc là, le gouvernement, il passe en silence par rapport à la question d'endettement et que je pense qu'il devient de plus en plus intéressante. Surtout qu'on est arrivé à peu près à 840 milliards de dirhams, dont 60% c'est de la dette interne. Et donc là, il faut vraiment se questionner sur l'avenir du financement interne. Attention, si le taux d'intérêt au Maroc commence un peu à augmenter, s'il y a vraiment les prémices d'une inflation très importante au Maroc, je ne sais pas, bon, jusqu'à maintenant l'inflation elle est très maîtrisée, mais le risque de taux d'intérêt deviendra très important en la matière. Et donc très bien. C'est des questions de stabilité, c'est des questions de résilience. Et d'équilibre, absolument. Très bien. Professeur Mustapha Sahimi, donc bien sûr, il faut financer tout cela, il faut financer toutes les réformes qui ont d'ores et déjà été amorcées. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle vision politique? Tout à l'heure, vous avez évoqué un point très intéressant et très important, c'est par rapport à la gestion de chaque réforme dans chaque département. Et en l'occurrence, moi, je voudrais ne citer que celui de l'éducation, de ne citer que celui-ci, sachant que c'est l'un des plus centraux et les plus importants et les plus importantes réformes à mener. Est-ce que vous pensez qu'il y a, ou en tout cas la réforme de l'éducation est bien partie? Est-ce qu'elle fait partie aussi de cette vision politique de ce gouvernement Aziz Akhnouch? Oui, c'est une bonne réforme et elle est bien partie. Pourquoi ? Parce que c'est un chantier royal qui est suivi de près par le souverain et le responsable d'éducation, Jacky Ben Moussa, est considéré comme l'homme pouvant mener cette réforme, fût-ce à marche forcée. Et c'est ce qui est en train de faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ces situations où les réformes ne sont pas consensuelles. Donc il faudra bien des arbitrages, il faut des décisions, parfois impopulaires, pour imprimer sa marque et prendre la bonne voie. Je voudrais revenir à ce propos sur une double interrogation que j'ai à propos de ce cabinet. La première interrogation, c'est le fait de gérer
sans beaucoup de volontarisme réformateur. Il y a des annonces, il y a beaucoup d'annonces. On a parlé de l'emploi, je vais vous donner deux grands programmes qui ont été annoncés par le chef du gouvernement. Le programme Força pour sur 5 ans, l'autre programme de chantier Aouresh, etc. Je ne donne pas les chiffres, etc., mais c'est important. Donc il y a quelque chose qui a été fait pour imaginer une implication des jeunes en particulier pour des TPME, des projets, etc., même si c'est pour des activités temporaires, mais c'est un autre débat. Deuxième aspect, il faut s'insérer dans le cadre du référentiel du nouveau modèle de développement. La critique que l'on peut faire et au discours, programme du chef de gouvernement et au projet de loi de finances pour 2022, c'est qu'ils m'ont paru, me semble-t-il, bien décalés par rapport au nouveau modèle de développement. Or, la bonne voie, c'est celle du nouveau modèle de développement, c'est-à-dire des axes stratégiques qui ont été sériés, présentés, mis en relief, mais aussi les leviers de changement. Et c'est au niveau des leviers de changement qu'intervient la décision politique. C'est le deuxième volet de ce que je voudrais dire. Le risque, c'est qu'on fasse des réformes sans prendre la dimension politique de ces réformes et sans les insérer dans un projet de société. C'est la seule façon d'entraîner l'adhésion des citoyens. Autre problème aussi de gouvernance, qui est lié d'ailleurs au fait politique, la gouvernance. Mon collègue a parlé à juste titre, j'allais également l'évoquer, le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui a été annoncé par le souverain il y a plus d'1 an. Les textes sont sortis en juillet dernier. Bien, il est prévu 45 milliards de dirhams comme allocation de ressources pour ce fonds. La loi de finances 2022 a retenu 15 milliards de dirhams. Et il est prévu 30 milliards de dirhams dans le cadre d'un partenariat public-privé, de levée de fonds sur le plan national ou international. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, 11 janvier 2022, ce fonds ne peut pas fonctionner parce que ces structures n'ont pas été mises sur pied et son responsable n'a pas été désigné. Voilà donc des décisions à prendre qui ne sont pas liées à telle ou telle conjoncture ou à telle ou telle combinaison politique ou partisane, et donc c'est des actes. Il y a également d'autres mesures qu'il faut prendre. Moi, je suis attentif à ça. Il y a beaucoup de lois. Mais il manque des décrets d'application. Si vous me donniez le temps, je vous donnerai des détails de lois qui ont été votées par le Parlement, qui ont été promulguées au bulletin officiel. Il manque les décrets d'application. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important que ça soit fait dans les semaines et les mois à venir. Et d'ailleurs, il faudrait imposer pour une bonne gouvernance qu'aucune loi ne puisse être votée sans qu'elle soit accompagnée des textes d'application. C'est la seule façon d'éviter cette situation-là. Et oui, c'est important. Et puis, il y a le fait aussi qu'il faut deux choses complémentaires. Restaurer la confiance et créer un climat d'affaires qui soit attractif. C'est d'ailleurs lié. Restaurer la confiance, ce gouvernement, il bénéficie d'un capital confiance. Pour des raisons politiques que j'ai évoquées, les élections, le gouvernement, un format réduit, etc. Le profil. Est-ce que vous pensez que le format réduit, justement, soit un atout Professeur Srimi, je me permets de vous interrompre. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que vous pensez que c'est durable, cette cohésion que montre jusque-là cette majorité gouvernementale, cette composition gouvernementale? C'est un atout, oui, parce qu'il y a plus que. C'est un atout parce qu'il n'y a que 3 partis. Et ça évite des négociations quand c'est 5-6 partis avec des conciliabules, des bouderies, des déclarations, le soutien critique, un pied dedans, un pied dehors, etc. Donc c'est une bonne formule, c'est un bon format. C'est un bon format de travail. En plus, ils ont signé une charte de la majorité. Et je crois que les 3 partis sont des partis responsables qui tiennent à des principes, et des principes donc de respect de la signature de la charte de la majorité. Donc je n'ai pas d'inquiétude pour l'instant à ce sujet, même si, pour être juste, j'ai quelques interrogations sur certaines sensibilités qui s'expriment au sein de l'Istiqlal et qui considèrent que les propositions d'Istiqlal n'ont pas été suffisamment prises en compte. Je pense notamment à la question des classes moyennes. Tout à fait. C'est vrai que dans le projet de loi de finances de 2022, il n'y a pas beaucoup de choses pour les classes moyennes. Or, les classes moyennes, c'est un pôle de stabilité, c'est un pôle de développement aussi.
Et ça, je crois qu'il y a là plus qu'une nuance. Et on peut penser que ça sera réglé en 2023-2024. Il y a aussi le fait que les trois partis sont d'accord sur le rythme des réformes. Dans les trois partis, je ferai une différence entre le RNI, l'Aziz Akhanouch, et l'Istiqlal de Nizar Baraka. Le PAM de Wahbi me paraît décalé sur les questions économiques, etc. Donc il y a là un débat intéressant entre ces deux grands partis pour voir comment imprimer les choses et comment activer le processus des réformes. Et puis il y a des dossiers qui peuvent conduire à des divergences à terme potentielles. C'est ce que j'appelle les dossiers sous le tapis. C'est quoi? La charte de l'investissement. Absolument. C'est important au moment où on parle de relance économique. Tout à fait. Eh bien, c'est une charte qui est dans le pipe, comme on dit. Depuis quelques années déjà. L'adoption de cette charte de l'investissement. C'est pas nouveau, professeur Srimi. Vous savez, il y a eu 16. On ne parle pas de semaines. Ça fait des années que cette charte de l'investissement est dans le pipe. Parfaitement, oui. Je vais vous donner un chiffre. Dans les deux précédents cabinets, PJD, il y a eu 16 projets de charte d'investissement. 16 moutures, absolument. Alors, c'est une charte d'investissement qui ne pose pas de problème politique, ni religieux, ni idéologique. Ça prouve que les acteurs n'étaient pas d'accord sur ça. Donc, on peut espérer que ce gouvernement-là, qui est un gouvernement qui est rompu aux affaires de l'État et du monde économique, etc., soit prompt à faire adopter cette charte de l'investissement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un signal fort d'une politique et d'une stratégie. Ça permet de fixer des priorités, ça permet de revoir les régimes d'aide au profit de tel ou tel secteur, ça permet de voir un peu tout le problème des niches fiscales qui sont utilisées parfois à mauvais escient par les uns et les autres. Donc voilà un dossier. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un département dédié à l'investissement puisse aider? Mais évidemment que c'est important. Et donc on peut penser que le ministre chargé de l'investissement soit le plus empressé à faire inscrire cette question-là à l'un des prochains conseils de gouvernement. Et c'est aussi un signe fort en direction des investisseurs locaux et aussi étrangers, parce qu'ils auront les uns et les autres de la visibilité sur les choix économiques du Maroc pour les années à venir, à moyen et même à long terme. Il y a également, ça a été évoqué par mon collègue, la réforme de la fiscalité. Enfin, tout de même, il faudra bien faire cette réforme de la fiscalité. Alors évidemment, ça touche des intérêts, des lobbies, des réseaux, etc. Mais un gouvernement n'est pas là pour être au service des lobbies, ni pour faire plaisir à des lobbies, à des intérêts. Quelle est la finalité de cette réforme fiscale? C'est de mettre fin à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale en plus, et d'élargir l'assiette fiscale. Et plus on élargit l'assiette fiscale, et moins les contribuables supporteront d'impôts. Et donc c'est un élément important. J'ajoute des textes aussi, des textes sur ce que j'appellerais des valeurs ou des valeurs sociétales. Le code pénal. Ah ben, il a été retiré. Le projet du code pénal, professeur Srimi, le projet de réforme a été retiré. Alors pour certains, ce serait à cause de la partie sur l'enrichissement illicite. Ce n'est que certains arguments. Il a été retiré alors qu'il était dans une commission parlementaire depuis 2016. Ce sont des dossiers que je suis de près, vous le savez, en ma qualité de juriste. Depuis 2016, il était dans un tiroir, dans une commission. Ce gouvernement commence, le ministre de la Justice en particulier, de manière, j'allais dire, tonitruante, en disant la réforme de code pénal, je vais la faire dans les prochaines semaines. Il y a déjà le projet de réforme de la procédure pénale qui a été déposé. Maintenant, le code pénal, c'est important, mais il faudra bien trancher, non seulement sur la notion d'enrichissement illicite, mais sur tous les autres problèmes de société, l'avortement, les relations sexuelles hors mariage, le droit à la vie et d'autres problématiques qui intéressent un projet de société. Vous savez, c'est important parce que ce gouvernement s'est voulu un gouvernement de rupture sur ce plan-là par rapport à une vision
rétrograde du précédent cabinet. C'est-à-dire, c'est un enjeu de modernité. Mais il faudra bien qu'il donne des gages de modernité, d'autant que nous avons le Code de la famille de 2004 qui est une grande avancée, d'autant que nous avons l'article 19 de la Constitution qui consacre la parité entre la femme et l'homme et qui donne des droits. Donc, qu'est-ce qui empêche ce gouvernement d'enclencher ces réformes de société? Autre point encore, la réforme du Code du travail. C'est une réforme le texte actuel. Mais là, c'est le secteur privé qui émet certaines réserves par rapport au. C'est le secteur privé qui émet et qui a toujours émis certaines réserves sur cette réforme du Code du travail. Pour les raisons que nous connaissons, malheureusement, ce n'est pas le sujet ce soir, professeur Stremi. Mais effectivement, il y a beaucoup de réformes bon, alors, vous avez parlé tout à l'heure de problèmes de communication. Moi, j'ai envie d'évoquer avec vous, avant de passer à Sif Ferrano, professeur Stremi, j'ai envie aussi de parler de certaines décisions qui ont été prises et qui ont été jugées hâtives, dont par exemple l'application de l'obligation du pass vaccinal, pour ne citer que celle-ci. Alors, est-ce que vous pensez que sur le reste du mandat, certaines décisions devraient être mûries? Alors, certes, certaines prennent du temps, notamment sur la question des décrets d'application de certaines lois, mais d'autres sont prises un peu à la va-vite. On ne peut pas faire un mauvais procès au gouvernement. Partout dans le monde, même dans les plus grandes démocraties, vous avez vu comment les processus de décision sont pris. C'est pratiquement au jour le jour, parce qu'il y a des incertitudes, il y a des inconnus majeurs et personne ne peut savoir ce qui va se passer dans une semaine, 10 jours, etc. Donc sur ce plan-là, moi je pense qu'il faut soutenir ce gouvernement pour ce qui est des mesures sanitaires, des gestes barrières, etc. Et inciter davantage les citoyens à respecter les gestes barrières, ce qui n'est pas le cas. Promenez-vous dans la rue, il y a 80% des gens qui n'ont pas le masque. Il y a 10% qui ont le masque, il y a 10% qui ont le masque sous le nez, comme si c'était une cravate. Voilà l'état de la société. Oui. Donc ce travail, oui, voilà les choses. Moi, je suis un observateur de la société, je vois. Et donc il faut commencer déjà par ça, par davantage de mobilisation, pour expliquer l'intérêt de la troisième dose. Il y a 24 millions pour la première et la deuxième dose. En gros, il n'y a que 3 600 000 pour la troisième dose. Or, la troisième dose permet de booster l'immunité de chacun. C'est-à-dire, ça fait que 15% de ceux qui ont été vaccinés pour première et deuxième dose. Donc, il y a là un gros effort et probablement des mesures. Je pense que les citoyens sont capables d'accepter cela pour peu qu'on fasse l'effort de leur expliquer et d'aller au-devant de leurs interrogations et de leurs inquiétudes. C'est notre rôle en tant que média aussi. C'est d'accompagner cette communication du gouvernement. Très bien, restez avec nous. Donc vous avez parlé de protection sociale, il nous reste peu de temps et beaucoup de sujets encore à traiter. Zakaria Ferrano, parlons justement de la généralisation, de ce projet royal de la généralisation de la protection sociale. Bien sûr, l'état d'avancement, on voit qu'il y a des choses qui se font. Le projet a bel et bien été amorcé. Mais il y a une question centrale qui se pose, celle de la participation du secteur public dans cette généralisation de la protection sociale, en sachant que seuls 6% des prestations de la CNSS, par exemple, reviennent au secteur public. Alors, cette question. 2, la viabilité du régime de la protection sociale au Maroc. Bon, à vrai dire, donc, le projet de la protection sociale est un projet, je dirais, phare pour le Maroc et aussi pour le développement social des citoyens au Maroc. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un projet royal. Ça veut dire c'est la nécessité après le choc extrême de la Covid-19 en 2020. Et donc, il fallait revenir à charge à ce côté et surtout après la défaillance du système Ramed, donc qui n'était pas vraiment à la hauteur des attentes par rapport à la généralisation de la protection sanitaire pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, actuellement, si on fait un bilan du gouvernement, il y a 4 projets de loi qui ont été mis en place par le gouvernement actuel. Et donc là, effectivement, durant le mois 1, le mois 2, il y aura la généralisation pour beaucoup de bénéficiaires qui vont rentrer dans le système. Il y a les agriculteurs, je pense on est à plus de 1,5 million d'agriculteurs qui vont bénéficier de la protection de base, ça veut dire l'AMO. Il y a aussi à peu près 500 000 artisans qui vont rentrer et bénéficier du système
système également de la protection sanitaire et aussi d'autres secteurs comme les chauffeurs, les artisans, etc., etc. Et donc là, bon, la question je commence par la deuxième question, c'est la viabilisation. Je pense que le système il est basé, c'est un peu sur la mutualisation et on connaît très très bien cette mutualisation. Donc la probabilité que quelqu'un tombe en besoin sanitaire, il est vraiment, lorsqu'on prend la masse des individus, il est très minime. Et donc je pense que le système pourra de lui-même générer les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir. Et je pense que les études actuariales qui ont été faites, soit par la CNSS ou aussi par les autres régimes, il permet, je dirais, de valider cette viabilité par rapport aux soins sanitaires. Il y a également, je pense que le rôle de l'État est très important parce que nous savons très très bien que la contribution de l'État serait assez importante pour pouvoir viabiliser, surtout sur le plan de durabilité et de soutenabilité financière des régimes. Mais je reviens sur la question de la mutualisation. C'est que tous les systèmes de retraite, les systèmes de cotisation, que ce soit privé ou public, CMR, CNSS, CNOPS, etc., ils se basent sur ce qu'on appelle la mutualisation. Et donc, le fait que nous avons beaucoup de contribuables différents, ça permet en quelque sorte de garder ou de viabiliser ce système et le soutenir sur le long terme. Maintenant, si vous permettez, moi, je voudrais juste revenir sur la question un peu, je dirais, d'ordre politique par rapport aux décisions qui ont été prises par le gouvernement. Moi, je voudrais bien revenir parce que ce qui me tracasse, c'est en fait lorsqu'on a imposé le pass vaccinal, le délai qui était imparti aux citoyens. On avait 48 heures, ou je ne sais pas, 72 heures, pour pouvoir vraiment appliquer la règle. Donc là, même si on est avec la politique du gouvernement on a une réussite en matière de gestion vaccinale, en matière de gestion sanitaire, le système sanitaire est resté assez fort et assez robuste et résilient par rapport au choc Covid-19, mais je pense que donner un délai de 48 heures ou 72 heures, 12 heures, pardon, pour se conformer, je dirais, à cette règle de passe vaccinal, à mon sens, ça aurait été plus. Ça veut dire qu'on aurait été donner une semaine, un mois pour pouvoir mettre en place ou appliquer cette loi-là. Et donc là, je pense que c'est un problème un peu... Bon, le citoyen, oui, il devra se conformer par rapport à cette décision, mais normalement, il fallait donner un certain délai. Et on sait très très bien qu'on a commencé un peu à jouer avec le fait que si vous avez un premier vaccin, vous aurez un pass pendant une certaine durée de 21 jours, 28 jours, etc. Donc là, je pense qu'il fallait avoir, je dirais, une certaine politique de communication qui soit bien réfléchie, bien établie, surtout lorsqu'on va imposer aux citoyens quelque chose. Et donc là, moi, je suis tout à fait d'accord du fait qu'on serait partant, ça veut dire les citoyens seraient là pour répondre parce que finalement, on est en train de préserver la vie des Marocains et je pense que ça a été dit dans le discours royal, la vie d'un Marocain est plus importante que la croissance, que le développement et du tout parce que c'est très cher une vie, mais en même temps, il faudra vraiment avoir une certaine politique de communication en la matière qui permettra d'être... Et d'accompagnement aussi, hein, parce qu'il s'agit de vie, mais il s'agit aussi de survie économique. Voilà, c'est ça. Donc là, est-ce qu'on en parle, professeur Ferrano, justement, parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais vraiment, puisqu'on parle je n'ai pas envie de dire bilan, mais en tout cas des choses qui ont été acquises lors de ces 3 mois depuis l'investiture du gouvernement Akhnouch et par rapport à cette question de la TVA, du règlement des arriérés de crédit TVA, 13 milliards de dirhams engagés d'ici fin avril, juste pour permettre aux entreprises de souffler et de leur donner une petite bouffée d'oxygène, notamment à leur trésorerie. Un mot là-dessus et surtout, comment cela va-t-il réellement impacter le tissu entrepreneurial marocain, professeur Ferrano? Bon, effectivement, je pense, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'équité fiscale. Et donc, lorsque j'ai parlé de l'équité fiscale comme principe généraliste de l'impôt, c'est en fait ça veut dire parmi les problèmes d'équité, parmi aussi les problèmes de justice fiscale, c'est le problème des arriérés de TVA, ça veut dire la TVA à rembourser pour les entreprises. Et donc là, on sait très très bien que donc le connaisseur un peu du tissu productif et des PME et TPE et aussi les grandes entreprises, on sait très très bien que leur vrai problème, c'est le problème de la liquidité, ça veut dire le problème de la trésorerie. Et donc là, lorsque lorsque l'État rembourse un peu ses arriérés en matière de TVA aux entreprises,
ça leur donne une certaine force en termes de liquidité, en termes de trésorerie, ce qui leur permet un peu de suivre un peu la situation extrême qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont des problèmes, surtout dans le secteur tertiaire. Et donc là, leur permettre d'avoir un souffle en matière de liquidité, ça va leur donner une survie en matière, une certaine survie, une certaine solidité et résilience. Pour pouvoir faire face à leurs engagements. Surtout car il ne faut pas oublier, on parle toujours d'entreprises, mais il ne faut pas oublier que la première source de financement des entreprises, ce sont les crédits fournisseurs. Et donc, ce sont les crédits fournisseurs qui font un peu survivre l'entreprise. Et donc là, lorsque l'État il va vraiment honorer son engagement vis-à-vis, et surtout en termes de TVA, ça va permettre aux entreprises de continuer pendant cette année un peu dans son début qui est difficile, de continuer leur activité et aussi d'être vraiment allégé sur le plan de la trésorerie. Parce que c'est quoi la solution qui était alternative? C'est d'aller vers le système bancaire, c'est d'aller vers le secteur d'endettement, et donc ça coûtait de l'argent pour les entreprises. Et on sait très bien que le crédit de trésorerie et les crédits découverts, ils ont un taux d'intérêt qui est assez élevé. En matière de financement pour les entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas uniquement ce signal qui a été positif par le gouvernement. Il y a un autre signal, c'est que les derniers chiffres qui ont été communiqués et avancés par le HCP, ils déclarent que probablement, en termes prévisionnels, pour le premier trimestre de 2022, nous aurons un taux de croissance trimestriel de 2,8 qui dépasse largement ce que nous avons réalisé en 2001. Et donc là, c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû, et ça a été communiqué par la Banque centrale, c'est dû à ce que le secteur secondaire et le secteur primaire, ils sont vraiment très consolidés en matière d'activité. On parle d'une stabilité de la croissance et on parle aussi d'une croissance des ventes chez les entreprises. Et je pense là, c'était l'enquête qui a été effectuée par Banque El Maghrib qui a décrit un peu les attentes et les espérances adaptatives des entreprises pendant le premier trimestre. Et donc là, ce sont des indicateurs qui consolident en quelque sorte que l'économie peut aller dans un sens très positif. On attend un peu la pluviométrie. Absolument. Absolument, bah oui. Ça dépendra du ciel aussi, parce que si nous avons effectivement enregistré un taux de croissance exceptionnel pour l'année 2021, c'est principalement grâce à l'agriculture et c'est aussi principalement à la pluviométrie et aux grâces du ciel. Oui, c'est ça, c'est en fait ça. Donc là, si on arrive à avoir de la pluviométrie, je pense que le taux de croissance ira jusqu'à 4 ou 5%. Mais malheureusement, aujourd'hui, dépendamment des indicateurs qu'on a aujourd'hui et de la situation, je pense que 3,2, ça sera vraiment une estime en matière de croissance pour l'année 2022. Et donc là, ces deux éléments sont des éléments positifs, je pense, qui ont été effectués. Mais je pense que là, l'idée centrale, c'est que le gouvernement actuel, il a vraiment beaucoup de dossiers. Je pense là, la question centrale en matière de politique économique, c'est quelle est la priorité qu'il faut mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de projets restructurants de l'économie. Quel est l'ordre de priorité? Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas évoqué sa politique économique. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il va mettre en place ce nouveau modèle de développement? Parce que nous avons beaucoup Nous attendons tous cette question, réponse à cette question justement, professeur Ferrano. J'en ai une dernière pour professeur Sahimi, parce que on parle du bilan du gouvernement. Encore une fois, bilan, je le mets vraiment entre guillemets. En tout cas, tout ce qui a été fait, ce qui reste à faire, il reste beaucoup à faire. Certainement, on parle à peine du premier trimestre du mandat de ce gouvernement Akhnouch, mais parlons aussi du bilan de l'opposition. Certains ont évoqué un vide politique de la part du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas de l'autre côté, surtout du côté de l'opposition, un réel vide politique aujourd'hui? Oui, parce que l'opposition actuelle, les partis formant cette opposition n'étaient pas préparés à être dans l'opposition. Et donc, il y a une situation qui est difficile à gérer. Le PJD, il passe de 125 députés, direction du gouvernement, à 13 députés. Le PPS, il a progressé, il est à 34 députés, mais il était déjà dans l'opposition depuis 3 ans. L'EMP a une vocation gouvernementale affirmée et historique, il se retrouve dans l'opposition, et donc voilà. Et puis il y a l'USFP qui a été dans le cabinet Othmani d'avril 2017 jusqu'à octobre 2021, qui se retrouve dans l'opposition. Ce sont des partis qui sont, en tout cas pour ce qui est du MP et du USFP, ce sont des partis qui sont dans l'opposition contre leur propre volonté.
parce qu'ils avaient fait beaucoup de lobbying auprès d'Aziz Akhnouch pour être dans la majorité, mais Aziz Akhnouch voulait un format réduit, etc. Donc c'est une situation d'inconfort. Le PJD, évidemment, ne pouvait être que dans l'opposition, et il est en état de choc. 13 députés, il y a eu changement, le retour d'Abdi Abekina, secrétaire général, et donc il a besoin d'une thérapie, si je puis dire, et d'une période de convalescence pour espérer pouvoir rebondir, d'abord reconstituer l'unité au sein du parti, qui est un parti très divisé, et ensuite essayer de promouvoir quel projet, mais quelle peut être l'offre du PJD pour les années à venir, compte tenu du bilan de 10 ans. Il y a l'USFP qui est dans cette situation particulière où c'est un parti qui s'est marginalisé historiquement depuis la fin du cabinet d'alternance. Et donc nous en sommes là. Et puis il y a une situation intéressante d'un groupe parlementaire ou d'un parti de l'UC qui a fait une offre avec 5 députés oui, pour apporter ses voix à la majorité, mais la majorité, de toute façon, elle va bénéficier de cela à titre gratuit. Donc voilà l'opposition. Donc l'opposition ne peut pas être audible, elle est plurielle, divisée. Je voudrais ajouter une dernière information, si vous me donnez 10 secondes. Bien sûr. C'est que dans les grands dossiers de ce gouvernement, il y a la régionalisation. Le Maroc de demain, c'est celui de la régionalisation et de la viabilité des régions. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un schéma unique qui paraît prévaloir. Toutes les régions ne peuvent pas être considérées de la même façon. Et donc, il faut décliner des programmes régionaux différents suivant la situation géographique, les ressources, etc. 2, il y a un problème de ressources humaines pour ce qui est des régions et pourquoi pas l'idée d'affecter un quota de diplômés des écoles publiques, comme on le fait pour la santé, dans des régions qui ont peu de ressources humaines. Et puis, 3e point, l'équité, oui, mais l'équité sur des bases objectives de développement, de niveau de développement. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il y a un discours sur la régionalisation. Je ne trouve pas encore de mesures conséquentes pour renforcer ce processus de régionalisation. Ça aussi, c'est un grand chantier du Maroc de demain. Merci beaucoup, professeur Mostafa Srimi, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Et mes remerciements vont aussi à mon second invité, professeur Zakaria Firanou. Merci beaucoup d'avoir éclairé l'opinion publique sur ces 100 jours du gouvernement Akhnouch. Et nous aurons certainement l'occasion d'en reparler pour les 100 prochains jours ou les prochains mois sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée.